Un immeuble d'appartements de 10 étages entièrement meublé a été construit en 28 heures et 45 minutes. Pas la structure, pas le gros œuvre, l'ensemble du bâtiment. Murs, fenêtres, balcons, plomberie, câblage électrique, tout était terminé avant le coucher du soleil le lendemain. Et ce n'était que le début. La même équipe a ensuite construit un gratte-ciel de 57 étages en 19 jours, puis une tour résidentielle de 26 étages en un peu plus de 5 jours. Un bâtiment de cette hauteur construit selon les méthodes encore largement utilisées aujourd'hui prend en moyenne environ 16 mois. Il y a donc soit un sérieux problème avec ces chiffres, soit quelque chose a fondamentalement changé dans la façon de construire des bâtiments. Voici ce qui rend la chose encore plus difficile à croire, tout cela vient de Chine. Et la personne qui a trouvé comment faire n'était ni architecte ni ingénieur en structure. Elle avait baissé, dit-il. Elle n'avait jamais travaillé dans le bâtiment de sa vie. Il vendait des climatiseurs. Et s'il s'est lancé dans la construction de bâtiments, c'est suite à l'un des séismes les plus meurtriers de l'histoire moderne. Si les histoires de technologie qui transforment le monde de façon inattendue vous passionnent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Nous traitons justement de ce genre de sujet et vous ne voudrez pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne. Pour comprendre comment un ancien vendeur de climatiseurs s'est retrouvé à construire des gratte-ciels à une vitesse fulgurante, il faut remonter à 2008. L'homme qui a posé une seule question. Zhang Yui s'est fait un nom et a bâti sa fortune en vendant des systèmes de climatisation centrale à travers toute la Chine. Son entreprise Broadroo est devenue l'un des plus grands fabricants du secteur pendant des décennies. Voilà toute son histoire. Un industriel prospère à la tête d'une entreprise florissante. Il ne recherchait pas la notoriété. Il ne cherchait pas à perturber quoi que ce soit. Il dirigeait une entreprise qui excellait dans un domaine précis et qui le développait à grande échelle. Puis, en 2008, un séisme de magnitude 8 a ravagé la province du Sichuan. Près de 0 personnes ont perdu la vie. Des dizaines de milliers de bâtiments en béton se sont effondrés. Des écoles se sont écroulées en pleine matinée, piégeant des enfants à l'intérieur. Des hôpitaux ont été détruits. Des immeubles où des familles vivaient depuis des années se sont transformés en ruines en moins d'une minute. Zhang Yui, témoin du désastre, ne pouvait s'empêcher de faire une simple observation: le béton est lourd, le béton est rigide. Lorsque le sol tremble violemment, il ne se déforme pas, il se brise. Et lorsqu'il se brise, il emporte tout ce qui se trouve à l'intérieur. Les bâtiments ne se sont pas effondrés parce qu'ils étaient vieux ou mal entretenus. Ils se sont effondrés parce que les matériaux qui les composaient n'avaient jamais été conçus pour résister à une telle force. Pourtant, le monde entier a continué à l'utiliser, à la couler, à l'empiler, étage après étage, décennie après décennie, comme s'il n'existait aucune meilleure solution. Il s'est posé une question à voix haute: pourquoi construisons-nous encore de cette façon? Cette question n'est pas restée abstraite longtemps. Zhang Yui a mobilisé l'ensemble de ses activités, son équipe d'ingénieurs, son usine, sa chaîne d'approvisionnement, tout ce qu'il avait mis des décennies à mettre en place pour les systèmes de climatisation et a orienté tout cela vers un seul et unique objectif, un système de construction rapide, capable de résister à presque tout et ne nécessitant jamais de béton frais sur un chantier. Il est parti de zéro, non pas à partir des connaissances acquises dans le secteur de la construction, mais des principes fondamentaux. Que doit réellement remplir un bâtiment? Il doit tenir debout. Il doit résister aux contraintes. Il doit être habitable. Il doit durer. Chaque hypothèse au-delà de ces bases était sujette à remise en question. Il a fait appel à des ingénieurs, des experts en matériaux, des spécialistes de la fabrication, non pas issus du secteur de la construction, mais d'industries déjà habituées à construire des objets complexes avec précision de manière répétée et rapide en usine. Une pensée aérospatiale appliquée à l'architecture. Une logique de production industrielle appliquée au logement. Il a fallu des années de développement avant que le premier prototype fonctionnel ne soit prêt. Des années de modules défectueux, de joints repensés et de séquences d'assemblage réorganisées. Mais lorsque le système a finalement fonctionné, il a fonctionné parfaitement. Et pour comprendre pourquoi il était si différent de tout ce qui l'avait précédé, il faut voir exactement comment il fonctionne sur le terrain.
Des bâtiments livrés en kit. Chaque élément d'un bâtiment collectif est fabriqué en usine et non seulement des pièces détachées. Murs, sol, balcons, câbles électriques, canalisation d'eau, conduite de ventilation, tout est construit sous un toit, dans un environnement contrôlé avant même qu'un seul camion ne quitte le chantier. L'usine couvre 230 0 m², soit l'équivalent de 32 terrains de football sous un même toit. À l'intérieur, chaque section du bâtiment est assemblée en un module de la taille d'un grand conteneur maritime. Les murs se replient à plat pour le transport. Les balcons se replient vers l'intérieur. Les fenêtres sont déjà installées, le câblage est déjà passé et la plomberie est déjà raccordée. Lorsqu'un module sort de l'usine, c'est une pièce quasiment finie. Il suffit de le mettre en place et de l'assembler au module voisin. Des camions transportent les modules sur le site ou des grues les soulèvent faites avec une précision quasi chorégraphiée. Des boulons en acier fixent chaque module au module voisin. L'immeuble s'assemble comme on monte des meubles en kit, sauf qu'ici, il s'agit de 12 étages où des familles vont élever leurs enfants. Pas de béton à préparer sur place. Plus besoin d'attendre des jours que la dalle sèche avant de construire l'étage suivant. Plus de travaux interrompus par la pluie. Plus besoin de coordonner des dizaines de sous-traitants arrivant à des dates différentes avec des matériaux variés. Le chantier n'est pas vraiment une zone de construction au sens traditionnel du terme, c'est une zone d'assemblage. Et cette distinction est plus importante qu'il n'y paraît. Imaginez la construction traditionnelle, c'est comme essayer de cuisiner un repas 5 services avec des ingrédients bruts en plein champ balayés par le vent avec une centaine de personnes qui vous passent les ingrédients et sans jamais obtenir 2 lots identiques. Ce que fait Broad Group s'apparente davantage à la gestion d'une cuisine professionnelle où chaque plat est préparé, dosé et testé avant d'être servi. Les assiettes sont ensuite apportées à table. Même résultat, processus totalement différent. Et la cuisine professionnelle l'emporte systématiquement en termes de rapidité, de régularité et de qualité. Comme tout se passe à l'intérieur d'une usine, le contrôle qualité fonctionne également différemment. Sur un chantier traditionnel, les erreurs sont souvent découvertes une fois le béton sec ou les murs érigés. Les corriger est coûteux et long. En usine, chaque module est inspecté avant même de quitter le chantier. Les tolérances sont plus strictes et les mesures précises. Lorsqu'un module arrive sur place, on sait d'emblée qu'il est conforme. On ne se contente pas d'espérer qu'il s'emboîte, on le vérifie. Pour prouver que le système peut fonctionner à plein régime, Broad Group a installé des caméras à Changa et a filmé l'intégralité de la construction du début à la fin. 3 grues, une équipe complète et un tournage en continu. Les fondations étaient déjà en place. Du déchargement du premier module du camion au serrage du dernier boulon au dernier étage, il a fallu 28 heures et 45 minutes pour construire un immeuble résidentiel de 10 étages. La vidéo en accéléré a fait le tour du web en quelques jours, cumulant des millions de vues. Ingénieurs, architectes et promoteurs visionnent tous les mêmes images avec le même constat. La moitié du secteur affirmait que cela changeait tout. L'autre moitié prétendait qu'il s'agissait d'une démonstration soigneusement orchestrée vouée à l'échec face à la réalité. Aucun des deux camps ne pouvait détacher son regard. La réponse de Broad Group ne fut pas un communiqué de presse. Ce n'était pas une réfutation. C'était un bâtiment plus imposant. 57 étages en 19 jours. Le projet suivant ne comptait pas 10 étages, mais bien 57. On l'appelait Mini Sky City, un gratte-ciel à usage mixte de 204 mètres de haut abritant 800 appartements. Des bureaux pour 40 personnes. Des commerces au rez-de-chaussée, entièrement modulaires préfabriqués en usine assemblée sur place. Et le tout a été monté en 19 jours. Un 200 ouvriers ont construit en moyenne 3 étages complets par jour. Le rythme était presque mécanique. Les modules arrivaient par camion en continu. Les grues s'activaient, effectuant les levages les uns après les autres. À chaque étage, les équipes fixaient les sections et passaient au niveau suivant avant la fin de la journée.
Plus de 90% de la structure totale est arrivée d'usines déjà finies, câblées et connectées. Sur le chantier, les ouvriers ne construisaient pas le bâtiment. Ils le positionnaient, l'assemblaient et passaient à l'étape suivante. Un gratte-ciel classique de cette hauteur prend environ 2 ans à construire. Celui-ci, du premier module au dernier étage, a été achevé en 19 jours. Et ce faisant, il a permis d'économiser environ 15 livraisons de béton frais par camion. 15 0. Alignez ces camions pare-choc contre pare-choc et vous obtenez un convoi qui traverse toute une ville. Disparu. Remplacé par un procédé plus propre, plus rapide et mieux maîtrisé permettant de construire un bâtiment plus haut en un temps record. Mini Sky City a marqué un tournant dans la manière dont l'industrie mondiale du BTP aborde la construction modulaire à grande échelle. Auparavant, la méthode était intéressante, mais son efficacité au-delà d'une certaine hauteur restait à prouver. Après son lancement, le débat a changé. Les promoteurs ont commencé à se poser des questions qu'ils ne s'étaient jamais posées auparavant. Les urbanistes ont revu leurs échéanciers et les investisseurs ont commencé à s'intéresser à un secteur qu'ils avaient largement ignoré. Mais Mini Sky City n'était pas la fin du possible. C'était simplement le moment où les sceptiques ont épuisé leurs arguments. Quelques années après Mini Sky City, la tour résidentielle Jingdu, un immeuble de 26 étages, a été construite en à peine plus de 5 jours. 5 jours avec une centaine d'ouvriers sur le chantier. Une équipe si réduite qu'elle tenait dans un seul bus qui a érigé un bâtiment plus haut que la plupart des immeubles d'appartements du centre-ville en moins de temps qu'il n'en faut à la plupart des gens pour terminer une semaine de travail. Pas d'armée d'entrepreneurs, pas de mois de planification, pas d'intempéries pour retarder le chantier, juste une centaine de personnes, quelques grues et un flot de modules préfabriqués arrivant de l'usine. À ce moment-là, le débat a complètement changé. Il ne s'agissait plus de savoir si le système fonctionnait. Les images existaient, les bâtiments existaient, des gens y vivaient. La vraie question, celle qui compte vraiment, a changé de nature. Si un bâtiment est construit aussi vite, peut-il vraiment tenir le coup? Qui se sentira en sécurité dans un édifice assemblé en moins de temps qu'il n'en faut pour traverser le pays en voiture? La réponse à cette question surprend presque tous ceux qui l'entendent pour la première fois. Conçu pour durer. Un 0 ans. Les modules en acier utilisés par Broad Group sont 10 fois plus légers que les panneaux de béton classiques et 5 fois plus résistants sous charge. Ce n'est pas ce qu'affirme une brochure marketing. Selon des tests indépendants menés par l'Académie chinoise de recherche sur le bâtiment, chaque structure Broad Group est conçue pour résister à un séisme de magnitude 9. Ce type de séisme figure parmi les plus puissants jamais enregistrés sur la planète. La durée de vie structurelle prévue est d'environ un 0 an. Imaginez un peu. Le bâtiment qui a été érigé en 28 heures et 45 minutes est conçu pour durer 10 fois plus longtemps que la quasi-totalité des structures en béton actuellement construites dans le monde. La plupart des bâtiments modernes en béton sont conçus pour durer entre 50 et 100 ans. C'est l'objectif de conception. C'est ce que les ingénieurs visent lorsqu'ils coulent les fondations. Les bâtiments modulaires assemblés par boulonnage en acier construits selon les spécifications de Broad Group et correctement entretenus peuvent durer 10 fois plus longtemps. Cette durée de vie bien supérieure s'explique en partie par la façon dont la structure gère les contraintes. Le béton résiste aux forces en leur offrant une résistance rigide. Lorsque la force dépasse sa capacité de résistance, il se fissure et une fois la fissure amorcée, la propagation est continue. L'acier, dans les mêmes conditions, fléchit légèrement avant de reprendre sa forme initiale. Les joints d'un bâtiment modulaire en acier peuvent absorber des mouvements qui, lors d'un séisme, provoqueraient la rupture complète d'une structure en béton coulé. Cette différence, c'est celle qui distingue un bâtiment qui oscille d'un bâtiment qui s'effondre. Et comme toute la structure est boulonnée plutôt que coulée et durcie, elle peut être démontée en fin de vie et entièrement recyclée. Chaque module peut être dévissé, retiré et soit réutilisé dans un nouveau bâtiment, soit fondu et transformé en un tout autre matériau. Sur un chantier Broad Group, les déchets de construction diminuent de plus de 90% par rapport à une construction traditionnelle. Fini les montagnes de béton, les tas de chutes d'armature
et les coffrages qui traînent des semaines dans une benne. Place à de l'acier propre et recyclable. La rapidité fait les gros titres. Les chiffres de sécurité intéressaient les ingénieurs. Mais l'aspect bi-environnemental est peut-être la pièce maîtresse du puzzle, car le secteur de la construction, tel qu'il fonctionne actuellement, est l'une des plus grandes sources de déchets et d'émissions de carbone de la planète. Un système qui réduit les déchets de construction de 90%, élimine des milliers de livraisons de béton par chantier et produit un bâtiment conçu pour durer. Un zéro an n'est pas simplement une méthode de construction plus rapide. C'est une relation fondamentalement différente entre la construction et l'environnement. Chaque bâtiment construit de cette manière est moins polluant et dure plus longtemps que presque tous les autres. Et Broad Group ne représente que la moitié de l'histoire. Car pendant qu'ils empilaient des modules à Changsha, une autre entreprise à Shanghai s'attaquait au même problème sous un angle totalement différent. Et leur méthode ressemble moins à de la construction qu'à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. L'entreprise qui imprime des maisons pendant que vous dormez. Winson est une société basée à Shanghai et elle n'empile pas les bâtiments. Il les imprime. D'énormes buses se déplacent sur des rails programmés, déposant un mélange de déchets de construction recyclés et de ciment à prise rapide, passe après passe, mur après mur, couche après couche. Le principe est le même que celui d'une imprimante de bureau qui imprime sur du papier, sauf que l'imprimante a la taille d'un entrepôt. L'encre est faite de gravats recyclés et ce qui en sort est une maison solide et étanche. En 24 heures, Winson a produit 10 maisons complètes, toutes prêtes à être habitées. La consommation de matériaux pour une structure imprimée diminue de 30 à 60% par rapport à une construction traditionnelle. La quantité de main-d'œuvre nécessaire diminue considérablement. Et comme l'imprimante suit un fichier numérique, vous pouvez modifier la conception d'une maison à l'autre sans réorganiser l'atelier ni former à nouveau le personnel. Il suffit de mettre à jour le fichier. Vous souhaitez un agencement différent. Modifiez le dessin. L'imprimante s'en fiche. Elle suit simplement les nouvelles instructions. C'est là que la construction imprimée en 3D commence à surpasser les méthodes traditionnelles et pas seulement en termes de rapidité. Un architecte talentueux peut concevoir un bâtiment avec des courbes, des angles et des formes organiques dont la réalisation manuelle coûterait une fortune. Avec une imprimante, ces formes coûtent le même prix qu'un mur droit. La complexité n'entraîne aucun surcoût. Cela ouvre des possibilités de conception auxquelles le secteur de la construction n'avait jamais eu accès auparavant à des prix classiques. Ces applications se répandent déjà bien au-delà de la Chine. Des programmes de logement abordables dans des régions où les coûts de construction rendent l'accession à la propriété quasiment impossible pour les familles qui travaillent. Des abris d'urgence pouvant être déployés et imprimés en quelques heures seulement après une crise avec la configuration exacte requise pour le lieu. Des projets de développement rural dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique, où la main-d'œuvre qualifiée est insuffisante pour construire de manière traditionnelle et où personne ne peut se permettre d'attendre des années pour les infrastructures. Des hôpitaux d'urgence, des centres communautaires, des écoles, dans des zones reculées, qui en étaient dépourvues depuis des générations en raison du coût et de la logistique de la construction traditionnelle. Techniquement, Winson et Broad Group utilisent des approches totalement différentes. L'une empile des modules préfabriqués. L'autre extrude couche après couche de matériaux imprimés directement sur le site, mais la logique sous-jacente aux deux méthodes est identique. Il s'agit de mettre fin à la construction manuelle en plein air et dans des conditions imprévisibles. Il faut intégrer la construction dans des systèmes contrôlés reproductibles et automatisés dès le départ, où la précision était garantie et le gaspillage éliminé dès la conception. L'une empile, l'autre imprime. Tous deux s'attaquent aux principaux obstacles qui ont freiné le secteur de la construction pendant des générations. Et ensemble, ils évoluent sur un marché dont la croissance est plus rapide qu'on ne le croit pour des raisons qui vont bien au-delà de la simple innovation. Pourquoi le monde continue-t-il de construire à l'ancienne? Actuellement, la pénurie mondiale de logements est estimée à 100 millions d'unités et ne cesse de s'aggraver. Les coûts de construction augmentent dans toutes les grandes économies. La main-d'œuvre qualifiée se raréfie d'année en année. Aux États-Unis, l'âge moyen d'un ouvrier du bâtiment dépasse les 40 ans et le nombre de jeunes qui entrent dans le secteur
est loin d'être suffisant pour remplacer ceux qui partent à la retraite. Les villes croissent plus vite que la capacité de construction de logements. Les loyers augmentent. Les listes d'attente pour un logement abordable s'étendent donc sur plusieurs années. La pression est bien réelle. Le problème est mondial et ne cesse de s'aggraver. La technologie permettant d'en résoudre une part importante existe déjà. On en trouve déjà la preuve dans de nombreuses villes. Les investissements sont déjà en cours. Le marché mondial de la construction modulaire devrait atteindre environ 95 milliards de dollars en 2025. Les projections du secteur estiment ce marché à plus de 175 milliards de dollars d'ici 2034. La région Asie-Pacifique représente environ 45% de ce marché total et le taux de croissance au sein de cette région s'accélère chaque année. Le gouvernement chinois a investi à lui seul plus de 1000 milliards de dollars dans la construction et le développement des infrastructures au cours du cycle de planification actuel et une part croissante de ces fonds est allouée à des méthodes plus rapides, moins coûteuses et moins gourmandes en ressources. La Chine n'est d'ailleurs pas la seule à s'orienter dans cette direction. Singapour a rendu obligatoire la construction modulaire pour les logements sociaux. Le Royaume-Uni a investi des milliards dans des programmes de construction hors site. Le Japon et la Corée du Sud déploient à grande échelle des systèmes préfabriqués dans les secteurs résidentiels et commerciaux. Le soutien politique est institutionnel. L'engagement financier est réel et croissant. Il ne s'agit plus d'une expérience marginale menée par quelques penseurs non conventionnels, mais d'un investissement courant soutenu par les pouvoirs publics. Pourtant, la majeure partie du monde construit encore exactement comme il y a 50 ans. La raison n'est pas que la technologie n'ait pas fait ses preuves, mais plutôt tout ce qui a été bâti autour de ces anciennes méthodes au cours du siècle dernier. Les normes de construction dans la plupart des pays ont été conçues pour le béton et le bois. Elles n'ont pas été écrites pour les modules d'acier préfabriqués et leur mise à jour exige des années d'essais de lobbying, de consultation publique et une volonté politique que la plupart des gouvernements tardent à mobiliser. Des chaînes d'approvisionnement entières, fournisseurs de matériaux sous-traitants, sociétés de location de matériel, sont prisonniers du système actuel et n'ont aucun intérêt financier évident à contribuer à son démantèlement. Les développeurs qui travaillent de la même manière depuis des décennies hésitent à changer de méthode en cours de cycle, car le risque financier d'une expérience ratée repose entièrement sur eux. Les procédures d'autorisation conçues pour les délais de construction traditionnels peuvent rallonger de plusieurs mois, voire d'années, des projets que la technologie elle-même pourrait réaliser en quelques jours. Les syndicats ont également des inquiétudes légitimes. La construction modulaire et imprimée nécessite moins de personnel sur le chantier. C'est d'ailleurs l'un des objectifs. Mais moins de personnel sur le chantier signifie moins d'emplois pour les corps de métier qui ont bâti leurs revenus sur la construction traditionnelle depuis des générations. C'est une véritable conséquence sociale qui ne disparaît pas simplement parce que la technologie est impressionnante. Toute discussion honnête sur l'avenir de la construction se doit d'en tenir compte. Un changement de cette ampleur n'échoue pas par manque d'innovation, mais parce que le monde bâti sur l'ancienne innovation n'est pas encore prêt à l'abandonner. Le projet le plus ambitieux jamais annoncé, celui d'un des plus hauts bâtiments de la planète qui aurait démontré le potentiel extrême de la construction modulaire, n'a jamais vu le jour. Non pas par manque de préparation technique, mais parce que le contexte réglementaire et financier n'était pas prêt. Cet écart entre le possible et les limites des systèmes actuels est la véritable explication de cette situation. Mais cet écart se réduit lentement par endroits, rapidement par endroits. Les arguments économiques sont trop convaincants pour être ignorés. Indéfiniment, la pression sur le logement est trop forte pour continuer à reporter les constructions, et cette réduction ne se fait pas dans le sens d'un retour au béton. Pendant ce temps, la Chine érige une tour de 26 étages en 5 jours. À Londres ou à New York, la construction d'un immeuble d'appartement de taille moyenne prend 3 ans, du premier permis à la remise des clés. Même planète, même décennie, siècle complètement différents. La question qui revient sans cesse lorsqu'on analyse la situation n'est pas de savoir si la construction modulaire et imprimée deviendra un jour le mode de construction dominant. Les facteurs économiques à eux seuls rendent cette évolution quasi inévitable. Réduction du gaspillage de matériaux, délais de réalisation plus courts,
besoin en main-d'œuvre moindre et durée de vie des structures accrues. Toutes les pressions que subit actuellement le secteur vont précisément dans ce sens. La véritable question est de savoir combien de temps cet écart persistera. Combien de familles passent des années sur les listes d'attente pour un logement alors que la technologie permettant de les loger plus rapidement existe déjà? Combien de villes accusent un retard croissant en matière d'infrastructure alors que les outils nécessaires pour rattraper leur retard sont prêts à l'emploi? Un homme qui a passé sa carrière à climatiser des immeubles de bureaux a vu un tremblement de terre raser 70 structures en béton et s'est demandé pourquoi nous continuions à construire de cette façon. Il a construit une usine, repensé l'ensemble du processus de A à Z et a érigé un immeuble d'appartements de 10 étages en moins d'une journée. Quelqu'un d'autre a utilisé une imprimante géante sur un tas de gravats recyclés et a produit 10 maisons en 24 heures. La nouvelle méthode est déjà plus rapide, plus solide, plus sûre, moins chère et meilleure pour la planète. La seule question qui reste est de savoir combien de temps l'ancienne méthode va perdurer. Si ce genre d'histoire vous intéresse, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez les notifications si vous voulez être informé et en premier de nos publications. Voici maintenant la question que vous aimeriez poser dans les commentaires. Si un bâtiment construit en 28 heures est censé durer 0 ans, qu'est-ce que cela révèle sur tous les bâtiments en béton qui bordent votre rue? Laissez votre réponse ci-dessous. Nous lisons toutes les réponses.